Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec le docteur Claire Morin, qui est médecin psychiatre et cofondatrice de Link. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Moi, ça va très bien. Nouvelle année, nouveau départ. Nouvelle résolution. Exactement, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est extrêmement important. On va parler de l'anxiété généralisée. On est allé à la rencontre d'Emma, qui est du coup une jeune fille qui a souffert de ce problème-là. Est-ce que déjà, tu peux me dire, c'est quoi l'anxiété généralisée? Alors l'anxiété généralisée, c'est un trouble qui se caractérise par une anxiété excessive, des inquiétudes excessives pendant plus de 6 mois. Et à ces inquiétudes sont associées une fatigabilité, des troubles du sommeil, tension musculaire, difficultés de concentration, agitation ou nervosité. Ok, donc un bon package bien relou quoi, on va dire ça. Quelque chose qui vient vraiment impacter ton quotidien de manière significative. Exactement. Bon, je te propose qu'on passe direct au témoignage d'Emma, qu'on réagisse en fait finalement sur ce qu'a dit. C'est parti. Nous avons rencontré Emma, 17 ans, chez elle, en Seine-et-Marne. Pendant des années, elle a vécu avec une anxiété généralisée. Aujourd'hui, elle a choisi de se livrer pour raconter ce que ce trouble a changé dans son quotidien. Alors, est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter, donc ton prénom, ton âge, ce que tu fais dans la vie, on va dire. Ok. Du coup, je m'appelle Emma, j'ai 17 ans, bientôt 18. Et donc là, je suis au lycée et je suis en première générale. Et du coup, j'ai l'aspect physique, enfin, aspect maths, physique, SVT. Et voilà. Ok. Toi, t'étais quel genre de jeune fille? Genre dans ton enfance et tout, comment tu décrirais ton enfance? Moi, mon enfance s'est plutôt bien passée. J'ai grandi avec mes 2 parents et ma grande sœur. Ok. Et mon enfance, elle était normale, enfin plutôt calme, tout ça, sans problème, tout ça. Et à l'école, ça a toujours été un peu compliqué parce qu'en fait, on me mettait toujours une pression de dingue pour les cours. Qui te mettait la pression? C'était moi. À toi? Ouais, pas Ok. mes parents. Parce que mes parents, ils m'ont jamais mis la pression pour les cours, mais par contre, moi, tout le temps, je me mettais la pression depuis même la primaire. Et au collège, c'était vraiment horrible. Donc là, tu vois, Emma, elle évoque qu'elle se mettait la pression pour les cours et que cette pression, en fait, elle se répercutait dans son quotidien scolaire. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, une anxiété de performance. Ça fait partie du trouble d'anxiété sociale. Qu'est-ce que c'est l'anxiété sociale? De type anxiété de performance, c'est en fait une inquiétude à nouveau, une anxiété, une angoisse excessive dans des situations particulières comme la prise de parole en public, des examens. Et ça perdure dans le temps et ça met la personne en difficulté. Ok, c'est surtout que là, c'est elle-même qui se met la pression, donc elle avait en soi aucune raison d'avoir autant la pression pour l'école, quoi. Tout à fait. Et c'est là qu'on voit que c'est un trouble qui est autonome, c'est-à-dire qui se développe comme on peut avoir d'autres types de maladies, puisque c'est pas lié à de la pression dans son environnement familial ou scolaire. Ok, et l'anxiété généralisée, c'est une maladie? Oui, tout à fait. Ok. Tout ça, en fait, ça fait partie des maladies psychiatriques. Et c'est quelque chose qui, du coup, t'a beaucoup stressé? Ouais. Ok. Et donc, parlant anxiété, on va dire, toi, t'as commencé à te sentir anxieuse au collège, c'est ça? Ouais. Ok, et ça s'est traduit comment, en fait, dans ton quotidien? Du coup, au collège, c'était encore assez soft, je dirais, comparé à après. Ouais. Et au collège, c'était juste des mal de ventre. Donc, physiquement, Ouais, tu ressentais les trucs? Ouais. Ok. J'avais tout le temps mal au ventre le dimanche avant de recommencer la semaine de cours. Et puis en cours aussi, avant les évaluations, je ne dormais pas de toute la nuit. J'arrivais pas, c'était impossible. Alors que pourtant, j'avais révisé et que j'avais des bonnes notes parce que j'étais une très bonne élève. Et pourtant, j'arrivais pas à m'enlever ce stress constant et ce mal de ventre et les nuits blanches avant les contrôles, tout ça. Et ça, depuis la 6e, en fait. Ok, et en fait, est-ce que tu ruminais beaucoup par rapport à ça? Genre, Ouais. tu pensais tout le temps, en fait, à l'école, au stress que t'avais par rapport à ça? Ouais. Et ça se traduisait aussi, du coup, physiquement? Ouais. Ok. Les maladies mentales, elles peuvent se traduire physiquement comme ça? Tout à fait. En fait, l'esprit et le corps sont complètement liés. Et donc, quand on n'est pas bien psychiquement, on peut avoir un retentissement sur le plan corporel. Avec toutes ces manifestations. Ça fait d'ailleurs partie des diagnostics dans le trouble anxieux, que ce soit des maux de ventre, des maux de tête, de la transpiration, le cœur qui bavite, ce qu'on appelle la tachycardie. En fait, le corps parle pour l'esprit. Ok.
Et donc tout le collège, t'as un peu eu ces symptômes, comme tu dis, soft, on va dire. Ça s'est empiré après. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah du coup, pendant mon année de 4e, il y a eu... j'avais mon groupe de copines. Et en fait, il y a eu une grosse dispute qui a fait que, en fait, il y a une personne du groupe qui a retourné toutes les autres contre moi. Et en fait, je me suis retrouvée seule du jour au lendemain au collège. Et c'est ça qui a tout changé pour moi. Et en fait, je voulais plus venir au lycée parce que j'étais seule et que j'avais peur. J'avais peur du regard des gens qui me regardaient au collège. Enfin, j'avais l'impression que tout le monde me regardait alors que pourtant, je sais que non, mais j'avais l'impression que tout le monde me fixait. Et en fait, cette solitude, ça m'a vraiment détruit. Enfin, c'était vraiment horrible. Et c'est là que j'ai commencé du coup à faire des crises d'angoisse. C'était pas au collège, c'était à la maison. C'était des moments où j'avais un moment d'angoisse qui venait d'un coup, j'arrivais plus à respirer et enfin je me sentais pas bien du tout, j'avais l'impression que j'allais m'évanouir à chaque fois que je faisais une crise. Donc là, tu vois, Emma, elle décrit qu'elle fait une crise d'angoisse, enfin des crises d'angoisse. Donc ça s'appelle aussi une attaque de panique. Et qu'est-ce que c'est une attaque de panique? Eh bien, c'est la survenue brutale d'une peur intense ou d'un malaise, accompagnée de au moins 4 symptômes sur le plan physique, comme les palpitations, sensation d'étouffement, bouffée de chaleur, transpiration, ou bien ce qu'on appelle la tachycardie, les battements du cœur qui sont plus rapides que d'habitude. Ok, et comment est-ce qu'on peut calmer une crise d'angoisse ou une attaque de panique? Alors la bonne nouvelle, c'est que ça finit toujours par se calmer tout seul. Ça dure en moyenne une vingtaine de minutes. Après, il existe pas mal d'exercices, notamment de respiration, pour pouvoir agir sur la composante corporelle de la crise d'angoisse, faire diminuer le rythme cardiaque, diminuer aussi la sensation d'étouffement qu'on peut avoir dans ces moments-là, essayer de se reconnecter à la réalité et de voir que la peur, elle est disproportionnée par rapport à l'objet de cette peur. D'ailleurs, si vous faites des crises d'angoisse ou des attaques de panique, n'hésitez pas à regarder sur le link, il y a des exercices de respiration qui sont déjà faits, il y a plein d'autres exercices pour calmer justement les montées d'angoisse, ça peut peut-être vous aider. Tout à fait, c'est pour ça qu'on les a mis à votre disposition. Exactement. Et c'était compliqué. Et après, j'ai continué l'année comme ça. Et j'ai commencé du coup à avoir mes premières idées noires, tout ça, à cause des crises d'angoisse. Ouais. Est-ce que à cette période-là, tu savais qu'il y avait un problème? Non. Déjà, enfin, pour toi, c'était normal ce que tu vivais, donc t'en Ouais. parlais pas forcément à des gens? Non, personne ne savait. Ok. Personne n'était au courant, je vivais ma vie normalement, mes parents ils savaient pas du tout, enfin personne ne savait. J'ai commencé à aller mieux, donc j'ai commencé à arrêter les crises d'angoisse, j'ai commencé à me refaire des amis et à me réconcilier avec certaines personnes du groupe. Et en fait, à la fin de l'année, du coup, j'ai vécu une agression de la part de mon copain et ça a tout fait retomber. Et en fait, là, c'est là que l'angoisse et l'anxiété vraiment horrible qui s'est déclenchée en fait. Et là, t'as commencé à avoir des idées noires? Ouais. Du coup, c'est à ce moment-là? Ouais. Après cette agression? Ouais. Et c'était par quelqu'un de ton école? Oui. Du coup? Donc forcément, en plus, c'est tout le temps les problèmes qui viennent du même endroit, donc de l'école, quoi. Ouais. Et quand tu as eu ces idées noires, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit qu'il fallait peut-être que tu demandes de l'aide? Je me suis dit qu'il fallait que je demande de l'aide quand j'ai commencé à avoir mes idées noires, du coup en 4e. Mais pour moi, c'était impossible d'en parler et de dire à mes parents que j'avais envie de mourir, par exemple. Je pouvais pas dire ça à mes parents, pour moi, c'était pas possible. Pourquoi? En fait, je voulais les protéger, je pense. Je voulais pas leur faire de mal. Je voulais pas leur dire que j'ai envie de mourir, quoi. Tu voulais pas leur faire peur et les inquiéter? Ouais, pour moi, c'était impossible de leur dire ça. Ok. C'était beaucoup trop dur. Est-ce que dans l'anxiété généralisée, c'est courant aussi d'avoir des idées noires? Alors, c'est pas spécifique de l'anxiété généralisée, mais c'est vrai que si cette anxiété, elle perdure dans le temps, il y a une symptomatologie dépressive qui va s'installer et donc des idées noires qui vont s'installer de manière concomitante. Ok, surtout après des événements traumatisants, etc. Tout à fait. Ok. Et tu penses que si tu leur avais dit... Bon, avec des si, on referait le monde. Ouais. Mais est-ce que tu penses que si tu leur avais dit, ils auraient été à l'écoute et ils t'auraient aidé à sortir de ça? Oui. Ok. Je pense que oui. Ok. Non, c'est intéressant parce que souvent, tu vois, on a ce sentiment de peur et même de honte ou un peu tout, de culpabilité, un peu tout ce cocktail horrible d'émotions qui vont pas bien ensemble. Et alors que,
En réalité, on se rend compte avec un peu de recul que finalement, en fait, on aurait pu ouvrir cette porte-là, qu'on n'a pas osé, parce que voilà, on a peur. Donc c'est important, je trouve, d'aller sur ce point-là. Donc là, ce que tu soulignes, Miel, c'est important, c'est que dans ces moments-là, il ne faut jamais rester seul. On est toujours gagnant à se faire accompagner. C'est sûr. Et d'ailleurs, si vous avez des idées suicidaires ou vous avez envie ou vous allez passer à l'acte, s'il vous plaît, demandez de l'aide. Vous pouvez contacter le 3114, qui est le numéro de prévention du suicide. Vous pouvez parler à vos parents, à des adultes de confiance, mais ne restez pas seul dans ces problèmes-là. Tout à fait. Et du coup, donc 4e, t'as les idées noires. Ton agression, c'était en quelle classe? Fin 4e. Fin 4e. À la fin de l'année. Et C'était juste avant les vacances d'été. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup après ça? Après ça, je suis partie en vacances. J'ai vécu mes vacances comme si c'était rien passé. Et pour moi, il s'était rien passé en fait. Parce que pour moi, c'était normal. Pour moi, ce que j'avais vécu, il avait le droit quoi. T'étais dans le déni? Ouais. Ok. Et c'est quoi, si tu veux en parler, ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que ça s'est passé en plusieurs fois. Mais en fait, il y avait beaucoup de manipulations. Où, en fait, il disait « Ah, tu veux pas faire ça, c'est que tu m'aimes plus », des choses comme ça. Une fois, par exemple, il m'avait pris mes affaires et je pouvais plus rentrer chez moi. Il m'avait dit « Tant que tu fais pas ça, je te rends pas tes affaires ». Ouais, donc il te demandait des faveurs sexuelles et il te demandait. Ouais. Il manipulait le truc, il te faisait du chantage en fait, affectif limite. Ouais. Ok. Et du coup, toi, t'as pas remarqué que c'était un vrai problème? Non. De base, ce qu'il faisait? Non. Et donc, t'es partie en vacances, comme si de rien n'était? Ouais. Surtout avant ça, après un jour, le jour où il m'a agressée, du coup, il m'a invitée chez lui. Et là, en fait, il a profité de moi. Et en fait, même à la fin, quand il avait fini, je suis partie. Et il me disait « Non, je trouve pas la porte, tu fais pas ci, tu fais pas ça. » Parce qu'il m'a dit mot pour mot « Tout à l'heure, t'étais pas d'accord, donc ça compte pas. » C'est tellement grave. Ouais. Ça me rend dingue, je te jure. Je te jure, ça me rend ouf d'entendre ça. Ok, et donc là, donc tu vas passer en 3e. Et comment se passe ton année de 3e? Mon année de 3e, étonnamment, elle se passe bien, en fait. Okay. Il y a rien qui se passe. Je me sens bien. J'ai mon groupe d'amis. J'oublie un peu la pression, même s'il y a le brevet, que c'est un peu stressant. J'oublie un peu tout ça. Mais par contre, j'ai les cauchemars qui sont là. Ah. Les cauchemars de l'agression, du coup. T'en fais beaucoup? Ouais, toutes les nuits. Toutes les nuits pendant jusqu'à peu près mars de 3e. Je faisais des cauchemars où je revivais la scène ou avec lui, ou alors c'était d'autres hommes différents que je connaissais pas forcément qui m'agressaient dans mes cauchemars. Okay. Et ça, j'en ai pas parlé non plus. J'ai parlé de... Parce que moi, l'agression, j'ai parlé 2 ans après. Donc, j'ai pas parlé sur le moment. Emma parle du fait qu'elle fait des cauchemars depuis quelque temps. Des cauchemars où elle revoit en boucle la scène d'agression qu'elle a vécue, que ce soit avec son ex-copain ou avec d'autres hommes. C'est assez typique dans les cas de traumatisme, d'agression sexuelle, que la personne, elle ait ses cauchemars de manière récurrente, c'est-à-dire de manière très régulière. C'est un des symptômes qu'on retrouve dans l'état de stress post-traumatique. Okay. Et après, vers la fin de l'année de 3e, c'est là que j'ai commencé à avoir l'anxiété généralisée. Okay. Et en fait, c'est venu comme ça. Un matin, je me suis levée et j'avais envie de vomir et c'est pas passé de toute la journée. Ok. Et je comprenais pas ce qui se passait pour moi. Tu t'es dit que t'étais malade? Ouais. C'est ça? Moi, je me suis dit, je suis malade. Je suis juste malade, il y a un truc qui va pas. Et donc, je suis allée chez le médecin. Et il me dit, écoute, je pense que t'es malade et que c'est tout ça. Et on fait d'accord. Donc, je rentre chez moi. Et au bout de 2 semaines, ça passe toujours pas. Ok, donc t'as toujours cette nausée? Ouais, toujours là. Ok. Je disparais jamais. Et donc j'y retourne. Et il me dit, c'est peut-être psychologique, du coup, parce que tu passes au lycée l'année prochaine et que ça doit te stresser. Donc il m'a dit, pars en vacances, parce que c'était les vacances d'été. Et tu verras, à la fin, t'auras plus. Tu te sentiras mieux et tout. Guéri, comme ça. Voilà. Un coup de vacances guéri. Ouais. Et en fait, j'ai passé les pires vacances de ma vie parce que j'ai passé mes vacances à être dans mon lit, à avoir envie de vomir tout le temps, à avoir un poids dans la poitrine tout le temps, un truc qui part jamais en fait. Et c'était vraiment horrible.
Et donc, j'y suis retournée juste avant de rentrer en seconde. Et là, il m'a dit tu devrais aller voir une psychologue. Ok. Donc, c'est là que j'ai commencé un suivi, du coup, avec une psychologue. Et donc, pour l'anxiété. Et donc là, tu étais en quelle classe? Là, j'étais à la fin de la 3e vacances d'été. Ok. Et j'allais passer en seconde, genre 2 semaines après, quoi. Et donc, c'est que quelques années plus tard, du coup, que tu as commencé en fait à recevoir de l'aide pour tous ces symptômes qui étaient déjà présents depuis un moment quand même. Ouais. Et ça s'est passé comment ça? Du coup, quand je suis rentrée en seconde, l'anxiété qui était là se transformait en phobie scolaire. Ouais. Et donc en fait, je pouvais plus aller au lycée, je pouvais plus aller en cours. Parce qu'en fait, j'étais en cours et j'avais tout le temps cette nausée. Et tout le temps, j'avais l'impression que j'allais vomir. Donc je quittais le cours parce que je disais, je vais vomir, c'est pas possible. Et c'était vraiment quelque chose que je supportais plus mentalement, d'avoir cette nausée qui partait jamais. Et ce mal de ventre aussi que j'avais au lycée. Et le fait de ne pas dormir la nuit à cause du stress d'aller au lycée, d'avoir envie de vomir. Enfin, en fait, il y a tout qui s'enchaîne, il y a tout qui se mélange. Ouais. Et c'était vraiment trop dur, trop compliqué. Et du coup, mes parents, je leur en parlais un petit peu parce que du coup, le médecin leur avait dit que je devais aller voir une psychologue. Donc, je suivais une psychologue par rapport à l'anxiété, tout ça, qui m'a pas forcément aidée parce que je m'entendais pas avec elle. C'est compliqué. J'avais pas ce feeling, entre guillemets. C'est ça qu'il faut quand tu vas voir un psy, c'est ce feeling. C'est exactement ça. Et du coup, je pouvais pas lui parler librement, je lui parlais de rien. Et donc, elle a tenu des propos un petit peu blessants à mon égard où elle a dit c'est ta faute si tu veux pas aller mieux parce que si tu me parles pas, tu vas jamais guérir et tout. Mais à partir du moment-là, je suis partie, je suis jamais revenue. T'as bien fait. Et c'est après, plus les mois passaient pendant mon année de seconde, plus les idées noires ont recommencé à ressurgir à cause des crises d'angoisse, de la phobie scolaire, tout ça. Et là, j'ai vraiment commencé à vouloir mourir à cause de cette nausée que j'avais tout le temps parce que pour moi, je me disais, je peux plus vivre comme ça, c'est impossible. Ouais. Je peux pas vivre tous les jours avec ça, c'est pas possible. Donc tu t'es dit un peu, la mort c'est la seule solution pour moi, qui va fonctionner. C'était la solution. Surtout que t'avais ces psys et que t'avais pas bien kiffé l'expérience, on va dire. Donc tu t'es dit, c'est ça la solution pour mettre fin à ça. Ouais. Okay. Pour moi, c'était la seule solution possible. Et du coup, j'avais cette idée et ces envies de le faire, mais je le faisais pas parce que je pensais à mes proches, ma famille. Je me suis dit, ils savent rien. Je peux pas les quitter du jour au lendemain sans qu'ils sachent quoi que ce soit, c'est pas possible. Et donc, à la place, je me suis mis à la scarification, du coup. Okay. Et c'est comme ça que j'ai un peu trouvé mon échappatoire pour pas céder à mes idées noires, en fait. Ok. Bon, même si c'est pas le meilleur échappatoire, non. Je le rappelle quand même. Ouais. Mais ok. Donc, qu'est-ce que c'est les scarifications ? Ce sont des comportements d'automutilation volontaire dans des situations de souffrance importante qui peuvent se faire de manière générale. Les personnes le font sur les avant-bras ou sur les cuisses, ce sont les zones les plus habituelles. Ce n'est pas pour mourir à proprement parler, mais plus pour arriver à canaliser une souffrance qu'on ressent, ou justement quand on n'arrive pas à ressentir de la souffrance dans une situation compliquée, ça permet de ressentir quelque chose. Et est-ce qu'il y a des petites techniques, etc., pour réussir à sortir de ce schéma-là pour ceux qui sont dedans ? Alors oui, il existe des petites techniques. En fait, on peut considérer ça comme une forme de crise, finalement. C'est essayer de repérer les moments où on sent qu'on est moins bien et qu'on va passer à l'acte, qu'on va s'automutiler, essayer de mettre en place ce qu'on appelle des stratégies de décentration, c'est-à-dire faire autre chose pour essayer d'éviter de faire ça. Donc ça peut être par exemple de tirer un élastique pour ressentir des choses, se concentrer là-dessus, essayer de parler à quelqu'un avec qui on a un bon contact, quelqu'un qu'on aime, qui nous renvoie des choses positives, écouter une musique qu'on aime bien. Dessiner. Voilà, c'est ça. Un peu tout, quoi. Faire du sport. Mettre en place un échappatoire émotionnel pour essayer de gérer l'émotion négative différemment. Ok. L'infirmière de mon lycée a appelé ma mère. Ouais. Parce que, en fait, moi, depuis le début de l'année, il y avait une prof, ma prof principale qui me suivait en seconde. On s'entendait très bien.
Et pour moi, c'était une adulte de confiance. Et bah, je lui parlais beaucoup, je lui racontais beaucoup mes problèmes, ma vie, tout ça. Elle était souvent là avec moi pour gérer mes crises d'angoisse. Enfin, je me souviens encore où des fois, elle venait s'asseoir avec moi dans le couloir. Quand je faisais mes crises d'angoisse, enfin, vraiment, c'était une prof vraiment incroyable. Bah, c'est les profs qui nous marquent à jamais, Ouais, ça vraiment. Celles qui restent dans nos cœurs toute notre vie. Ouais. Et en fait, du coup, ce que je lui disais, elle me disait, bah, je suis obligée de le dire à l'infirmière. Je faisais, d'accord, ok, je comprends. Et un jour, l'infirmière, elle a appelé ma mère et elle lui a dit, écoutez, faut amener votre fille voir une psychologue, mais du coup une autre. Oui, forcément. Donc, ma mère, elle a tout découvert au téléphone. Parce qu'elle était au courant de rien. Non. Okay. Donc, elle a découvert les scarifications, les idées noires, tout ça. Et donc, elle m'a amenée chez une psychologue. Et en fait, la psychologue, le soir même, a dit il faut amener votre fille à l'hôpital. Ah ouais? Ouais. Et du coup, j'ai été prise en charge une semaine d'hospitalisation à l'hôpital. Là, ils ont directement dit dépression, déjà, et troubles anxieux. Troubles anxieux, ouais. Et en fait, j'ai été prise en charge à partir d'août. Donc, au mois d'août, après mon année de seconde. Ouais. Et là, en fait, j'étais hospitalisée pendant 1 mois pour la dépression, anxiété et les troubles alimentaires aussi, mais ça, ils étaient pas trop dessus. Et après, j'ai été transférée dans une clinique où ça s'est très mal passé. Je m'entendais pas du tout avec le psychiatre. Et en fait, franchement, j'ai vécu 6 mois de maltraitance. Ah ouais? Ouais. Enfin, il m'a dit des mots... de toute façon, t'es pas assez mec pour être anorexique, donc t'es pas anorexique. Il avait un mauvais comportement avec mes parents aussi. Il faisait culpabiliser ma mère en lui disant que c'était sa faute si j'étais anorexique. Non, mais c'est trop grave. Des choses comme ça. Du coup, mes parents ont voulu me sortir de ce centre. Et en fait, le psychiatre a dit d'accord, bah, si vous la sortez, j'appelle les services sociaux, je vais vous retirer sa garde. Et donc, je suis restée. Et en fait, pendant une permission, j'ai fait une tentative de suicide à cause de lui. Enfin, on me croyait pas du tout là-bas. Tout ce que je disais, ça comptait pas. Et du coup, mes parents m'ont appelé pour me dire que j'avais fait une tentative de suicide et qu'ils m'avaient amenée à l'hôpital. Les infirmiers m'ont dit oui, alors le médecin a dit qu'elle reviendra pas. Il m'a laissée comme ça, il m'a virée. Mais je suis choquée. Et moi, du coup, c'est un autre hôpital, la pédiatrie, qui a pris le relais. Comme j'ai tellement pas été crue par ce médecin, je me suis dit, il faut que je sois la plus maigre, il faut que je perde du poids, il faut qu'on me croie. Les infirmières me disaient, mais Emma, tu sais que là, tu t'endors, mais on sait pas si demain tu seras encore là, tu vois. Et du coup, ils m'ont sondée. Donc je suis restée 6 mois là-bas. J'ai aussi vécu 6 mois de maltraitance de la part des infirmières. Ah, là-bas aussi? Ouais. Enfin, quand on mangeait dans les repas, ils disaient, de toute façon, si vous aimez pas, vous allez qu'à prendre les plats de Emma. De toute façon, elle va pas les manger. Il y a une infirmière qui volait mes plats, qui les gardait pour elle. Mais quoi? Et je lui disais, pourquoi il n'y a pas mon plat? Elle me disait, de toute façon, tu vas pas le manger. Donc je l'ai gardé. Mais c'est super grave. Et en fait, il y a un truc qui a été la goutte de trop, c'est que du coup, je subissais tout le temps des remarques en permanence. Et en fait, il y a une infirmière, une fois, qui est venue dans ma chambre le soir et qui m'a dit, Emma, t'en as pas marre d'être à l'hôpital, ça fait 1 an que t'es là. Elle m'a dit, même les gens qui sont malades et qui sont hospitalisés, ils meurent plus vite que le temps de ton hospitalisation. Et ça m'est tellement resté. J'ai dit, je peux plus. T'as dit ça? Ouais. Et du coup, ils m'ont laissé sortir. Donc, je suis sortie cet été. Et aujourd'hui, tu considères que tu vas quand même un peu mieux? Aujourd'hui, je considère que je vais mieux. J'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de guérir, j'ai envie de vivre, quoi. J'ai envie de profiter de ma vie. Même s'il y a des hauts et des bas, c'est trop beau ce que tu dis. J'essaye de me battre, quoi. Ouais. Si on reparle un peu de l'anxiété, tu as des crises d'angoisse, ça a été quoi la chose la plus dure par rapport à l'anxiété et aux crises d'angoisse et tout? Pour moi, c'était le regard des autres aussi, parce que c'est très compliqué quand j'étais au lycée, que je faisais une crise d'angoisse et dans le couloir et que je voyais que tout le monde me regardait. Et personne ne comprend. Et la classe aussi, je quitte le cours comme ça, ils peuvent pas comprendre. Ouais. Et c'est, en fait, le regard des gens sur ça, c'est très compliqué. Et puis après, le fait qu'on ne comprenne pas, que j'avais l'impression que personne n'était à l'intérieur de moi pour comprendre le stress que je vivais tous les jours. Je me disais, personne ne peut comprendre. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'essayais d'en parler, on me disait, non mais c'est rien. Surtout avec les expériences que tu as eues après, forcément. On me disait, c'est rien, il n'y a pas besoin de stresser pour ça. Et du coup, j'avais l'impression que personne ne comprenait ce que je vivais, quoi. Ok. Parce que personne ne pouvait comprendre la nausée, les douleurs que j'avais en moi tout le temps, genre. Tu dirais quoi peut-être pas un jeune qui, comme toi, a eu ces crises d'angoisse et tout, mais peut-être justement des gens en fait qui sont dans l'école avec eux, qui voient ça arriver. Qu'est-ce que t'aimerais qu'ils sachent
par rapport à ça? Tu vois, genre quel message t'aurais aimé leur Ouais. dire haut et fort? Déjà qu'il faut pas juger la personne parce qu'on la connaît pas. Et je sais que c'est compliqué, qu'on a envie de continuer de regarder, de se poser des questions, tout ça. Franchement, je pense qu'il faut juste pas stresser encore plus la personne. Et s'il faut, si elle est toute seule, il faut aller la voir et l'aider, si elle accepte en tout cas, parce que si elle veut pas qu'on s'approche d'elle, tout ça, voilà. Compliqué de forcer. Ouais. On force pas avec la personne, mais si c'est possible de l'aider et de pas se moquer, de pas la juger en Ou fait, parce de- qu'elle vit quelque chose de compliqué. C'est sûr. Ou de signaler à un Oui, adulte, ouais, exactement. CPE, infirmière Ouais. scolaire, Aller professeur. prévenir quelqu'un, ouais. Ouais, ok. Un ou une autre jeune qui vit ou a vécu comme toi, plus, tu vois, au début, ces sentiments de nausée, ces sentiments de... Il y a un truc qui cloche, mais je sais pas quoi, mais en même temps, du coup, j'ai peur d'aller à l'école, je me mets une pression de dingue et tout. Tu dirais quoi à cette fille qui n'en parle pas et qui a ça? Cette fille ou ce garçon? Je sais que c'est dur, mais en fait, il faut en parler. Si on n'en parle pas et qu'on garde ça pourra jamais passer, on pourra pas guérir. En fait, on est obligé de le dire à quelqu'un pour après lancer des démarches, tout ça. Je sais que c'est compliqué d'en parler à quelqu'un, à un adulte surtout, mais c'est super important et il faut en parler à quelqu'un de confiance, avec qui tu t'entends bien et que tu lui expliques calmement la situation et surtout qu'on te croit et que je pense pas que... Enfin, faut pas penser que ce qui se passe, c'est rien. Faut pas négliger... Faut pas minimiser. Ouais, faut pas minimiser ce qu'on vit, quoi. Là, Emma rappelle quelque chose de fondamental dans le soin psychiatrique et même le soin psychothérapeutique. C'est la nécessité de la création du lien de confiance, ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Il faut se sentir en confiance avec un adulte dans son entourage et avec les professionnels de santé qui nous accompagnent. C'est vraiment la clé principale de la guérison. Ouais, et quand on a des mauvaises expériences, je sais pas, avec un psychologue ou avec un psychiatre, faut pas avoir peur d'arrêter ce suivi-là et d'en essayer avec un autre. Faut pas généraliser que du coup tous les psys, etc. sont comme ça et réessayer en fait la thérapie finalement. Exactement, et pareil pour les expériences amicales et même en famille. C'est pas parce qu'une fois il y a un moment ça se passe pas bien que ça veut dire que ça sera tout le temps la même chose. C'est ça, donc n'ayez pas peur de réessayer si ça s'est mal passé une première fois. Moi j'aime dire quelque chose par rapport à ça, tu vois. Tu vois, moi aussi j'ai eu des trucs et tout, et je sais à quel point ça peut être difficile d'en parler et de demander de l'aide à des gens, mais c'est encore plus difficile de pas en parler en fait. Ouais. Sur le long terme, on se rend compte que quand on parle pas de ce genre de problème, on les garde pour soi et en fait ça grossit intérieurement, tu vois. Ouais. Et ça s'empire, donc plus tôt on arrive à stopper ça, plus vite et mieux on pourra s'en remettre. Donc il y a aussi cet aspect-là. Merci beaucoup Claire pour cette analyse du coup sur la vie d'Emma et sur l'anxiété généralisée. Avec plaisir. Et d'ailleurs, si vous vous reconnaissez dans le témoignage d'Emma ou que vous vivez vous-même d'autres difficultés, s'il vous plaît, n'ayez pas peur de demander de l'aide, de consulter un professionnel de la santé. Ils sont vraiment là pour vous aider et vous accompagner pour aller mieux. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Au revoir.